Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Elisabeth Martichoux. Merci beaucoup d'être ce matin sur LCI, quelques jours après la victoire d'Emmanuel Macron, que vous avez salué d'ailleurs. Évidemment, très vite, vous êtes ministre de la Culture et de la Communication. À ce titre, est-ce qu'il faut s'inquiéter du rachat de Twitter par Elon Musk? Ce sera intéressant de vous entendre sur ce sujet tout à l'heure. On va rester sur la politique. Pardon, vous alliez prendre votre élan. J'allais prendre mon élan sur Elon Musk, mais on y reviendra. J'attire sur le fait qu'on va en parler tout à l'heure, parce que c'est un sujet évidemment qui est très préoccupant. Vous nous direz s'il y a lieu ou pas d'être inquiété. Mais tout à l'heure, vous allez assister au dernier Conseil des ministres, vraisemblablement, du gouvernement Castex. Forcément, vous avez déjà connu ces situations d'ailleurs, ça va être un conseil pas comme les autres. Oui, mais c'est un conseil en général sympathique, c'est un conseil convivial. On a fait du bon boulot avec cette équipe et on va se quitter avec aussi la satisfaction d'avoir accompli des choses importantes, en particulier dans le domaine de la culture, avoir sauvé le monde de la culture dans ce pays, comme aucun autre pays européen ou américain ne l'a fait, avoir mené une politique du patrimoine qui n'a jamais existé avec cette importance, avoir lancé le Pass Culture. 1 800 000 jeunes abonnés. J'étais la semaine dernière au Printemps de Bourges. 11% des billets ont été achetés grâce au Pass Culture. Il y a des jeunes qui m'ont dit c'est la première fois qu'on vient à un concert. Et qu'on vient avec un grand frère qui n'est jamais, lui non plus, allé à un concert, avoir mené une politique d'égalité homme-femme dans le monde de la culture, c'est comme ça n'a jamais été fait. On se dit qu'il y a un bilan important, et sans compter, on y reviendra justement avec Elon Musk, avoir mené une politique de protection de nos auteurs, de nos créateurs, grâce à des législations européennes extrêmement fortes, sous l'impulsion de la France. Le bilan, on y reviendra, vous le faites spontanément. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre situation? On y reviendra. Mais juste sur des éléments d'ambiance, si vous voulez bien. Est-ce que vous partagez ce sentiment que ce deuxième quinquennat, ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, il débute sans joie, sans élan, comme si c'était un non-événement? D'abord, c'est un renouvellement, c'est vrai, il n'y a pas l'effet de waouh d'un nouveau président de la République qui concentrerait les lumières médiatiques. Mais il faut aussi considérer qu'on sort de crises très violentes et qu'on est encore dans des crises très violentes. Comment ne pas partager l'angoisse des Français qui ont vécu 2 ans de confinement avec une pandémie qui n'est pas terminée, hein. Loin de là, il y a encore des contaminations, il y a encore des personnes qui sont en soins intensifs, et puis cette guerre ukrainienne dont vous avez encore montré les images absolument terrifiantes, avec au cœur de l'Europe. Jusque-là, les conflits paraissaient lointains, ils ne nous concernaient pas. Là, nous avons 70 000 réfugiés ukrainiens qui sont arrivés sur notre sol. J'ai bâti au ministère de la Culture une politique d'accueil des artistes ukrainiens pour les accompagner. Avec une enveloppe de plus d'1 million d'euros. Avec une enveloppe d'1 300 000 euros, pour les accompagner, pour leur permettre de participer à des spectacles culturels, pour aider les étudiants ukrainiens qui sont dans nos écoles d'art et d'architecture. Et c'est ça qui pèse sur le moral et qui fait que ce qui pourrait être accueilli comme un événement absolument historique, ça l'est d'ailleurs, parce que c'est une première, en tant que tel, eh bien finalement... Les gens, les Français n'ont pas non plus, ils sentent la gravité de la situation et une sorte d'exaltation disproportionnée n'est pas de mise. Ils sont très réalistes, très conscients des enjeux. Autres éléments d'ambiance que je vous soumets, Roselyne Bachelot. Le président du Sénat, qui émet des doutes sur la légitimité d'un président élu après une telle campagne, c'était il y a quelques semaines. Un président de parti, Jean-Luc Mélenchon, qui dit que le président est le plus mal élu de toute la Ve République. C'est un mensonge. Clémentine Autain, une de ses députées, qui répond oui à la question « Irez-vous chercher la victoire dans la rue si vous perdez les législatives ?» Et Marine Le Pen, qui n'a pas salué la victoire de son adversaire dimanche soir dans son discours. Si on agrège tout ça, vous qui avez l'expérience, est-ce que tout ça, c'est un jeu dangereux? C'est un jeu dangereux. Je ne peux que regretter effectivement cette distorsion des principes démocratiques et du vivre ensemble. Et je vois qu'il est d'ailleurs partagé par d'autres personnalités de façon assez étonnante. Quand j'entends les paroles d'un homme modéré comme par exemple Laurent Berger,
qui invite à revisiter en quelque sorte le débat démocratique. Moi, je suis prêt à l'entendre, mais il faut aussi que chacun balaye devant sa porte. Il y a une disparition des corps intermédiaires qui mérite d'être soulignée. Quand seulement 10% des Français sont syndiqués, on a envie de dire au monde syndical, il faut aussi qu'il y ait une restauration de la démocratie, et que cette restauration de la démocratie, elle ne concerne pas seulement les politiques. Le président de la République a pris des engagements dans cette amélioration de la démocratie. Mais il faut aussi que chacun des corps intermédiaires, qui sont détenteurs d'une partie de la démocratie... Ça vous a frappé, cette tribune de Laurent Berger? Il a dénoncé une gouvernance d'Emmanuel Macron archaïque et dit bon, maintenant, il faut qu'il arrête avec cette forme de gouvernance, effectivement, qui exclut les corps intermédiaires. Ça vous a frappé? Non, elle n'exclut pas, justement, elle n'exclut pas les corps intermédiaires. Mais les corps intermédiaires doivent se poser des questions aussi sur la reviviscence, de régénérer ce dialogue démocratique. Parce que finalement, la disparition des corps intermédiaires, qui vient de loin, et en particulier du monde syndical, les amène à des contresens. C'est-à-dire qu'on a, quand seulement 10% des salariés français sont syndiqués, appartiennent à un syndicat, c'est qu'il y a une sorte d'abord d'immobilisme qui se crée et finalement une incapacité à la négociation, parce que quand on est en perdition, chacun fait une sorte de course à l'échalote. On compare, oui, avec les syndicats allemands, où il y a une vraie capacité de négociation, où il y a des avancées qui peuvent se faire. Et là... on ne peut pas être finalement dans une attitude purement négative. Donc cette restauration de la démocratie dans notre pays, elle doit interpeller chacun. Donc vous êtes frappé par cet état d'esprit purement négatif. Oui, absolument. Pour alors qu'on on élit notre président de la République au suffrage universel. C'est une avancée démocratique considérable. En général, dans les pays européens, le chef de l'exécutif, il est choisi par les partis politiques. C'est la majorité parlementaire qui se dégage, qui choisit le chef de l'exécutif. On a une chance extraordinaire, c'est nous qui élisons notre président de la République, et on est là à faire la fine bouche sur la démocratie. Il y a un sondage ELAB qui explique qui est sorti hier, donc c'est une mesure très récente. 55% des Français estiment que cette élection est une mauvaise chose, contre 45%. Autrement dit, dimanche, les Français ont élu un président à 58%, dont ils estiment qui n'est pas bon pour le pays. Qu'est-ce qui tourne par rond? C'est-à-dire que, non, mais finalement, le président de la République est élu au suffrage universel. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai que des Français n'avaient pas voté pour lui au premier tour, évidemment. Et ils peuvent se sentir déçus, on les comprend. Mais maintenant, voilà, c'est pas mon candidat. Maintenant, il y a un président qui est élu par 58,55% des Français, qui est donc légitime et qui va conduire les affaires de la France. Et c'est la démocratie, c'est tout. Vous lui faites confiance pour être le président de tous les Français? Il est le président de tous les Français. Et il a été élu pour mettre en jeu, pour mettre en cause, pour mettre en action le programme pour lequel il a été élu. Il serait quand même tout à fait incroyable que des candidats qui n'ont eu moins de voix que lui soient plus légitimes que lui. C'est ce que dit d'une certaine façon Jean-Luc Mélenchon, qui fait le pari, je cite, qu'il n'y aura pas de prime au président si mal élu. C'est mal parti pour les législatives, pour la majorité? Non, écoutez, on va voir, mais en tout cas, les premières intentions de vote montrent que la majorité parlementaire sera très probablement une majorité parlementaire qui permettra au président de mettre en œuvre son programme. J'ai envie de dire à Jean-Luc Mélenchon, ne vendons pas la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué, voilà. Il y aura une majorité relative. Et de respecter les règles de la démocratie. Oui. Quand on conteste l'élection du président de la République, alors que soi-même on a été élu député avec 64% d'abstention, on ferait bien de balayer devant sa porte. Vous lui dites de regarder le nombre des inscrits qui l'ont élu à Marseille. Absolument. Il y a 5 ans pour faire la comparaison. Bien joué. Que vous inspire la situation de LR, Roselyne Bachelot? La situation de LR, c'est une situation que j'avais en quelque sorte anticipée, parce que les partis politiques, comme pour reprendre la phrase de Paul Valéry, comme les civilisations sont mortelles. Et donc, la seule chose que je regrette, c'est sans doute que l'analyse qui doit être faite à l'intérieur de ce parti, que je connais bien, même si je n'y ai jamais adhéré, les analyses doivent être plus fouillées
et moins émotives qu'elles ne le sont. Il est venu le temps de la réflexion. Mais il n'est pas mort. LR n'est pas mort. Il n'est pas dans une situation mortelle. Peut-être. Et si les Républicains veulent se sauver de cette situation mortelle, ils doivent poser le bon diagnostic. Quand un malade est très très malade, tant qu'on n'a pas posé le bon diagnostic, on n'est pas capable de répondre à cela. Il faut d'abord définir une ligne idéologique, c'est une fracture considérable. Est-ce qu'on rejoint le camp de l'extrême droite ou est-ce qu'on choisit la droite républicaine qui a toujours été celle des Républicains? Comment est-ce qu'on règle les problèmes de leadership à l'intérieur du parti? Comment est-ce que on ne pense pas que les élections locales sont une sorte de troisième tour présidentiel, mais restent des élections locales? Voilà, toutes ces réflexions doivent être menées. Encore, juste un mot. C'est vrai que Nicolas Sarkozy a apporté son soutien à Emmanuel Macron. Vous avez souvent été en guerre, entre guillemets, avec Nicolas Sarkozy. Vous aviez été critique à une époque. Là, ça vous a surpris, ce soutien de l'ancien président? Ça ne m'a pas surpris. J'ai d'excellents liens avec Nicolas Sarkozy et nous en avons souvent parlé avant cette élection. Effectivement, il y a d'ailleurs à l'intérieur des Républicains beaucoup de personnes qui sont sur cette ligne et qui n'ont pas compris des propos extrêmes et violents. De qui? Non, vous savez, moi je suis arrivé en mission au ministère de la Culture le 6 juillet 2020. Je n'avais pas été à l'Assemblée nationale depuis une dizaine d'années. La violence du débat politique de la part des Républicains m'a laissé stupéfaite. Et même... Pourtant, vous en avez connu des combats. Oui, vous en avez connu des tribuns, vous en avez connu des... mais la violence de la politique, vous en avez souvent parlé. Mais une violence, et puis souvent d'ailleurs aussi, applaudissant la France insoumise uniquement parce qu'on était en opposition, alors que ces positions étaient absolument à l'opposé de tout ce qui fait le cadre idéologique des Républicains. Ça m'a laissé très étonné et très attristé. On va revenir à votre situation après, mais je le disais, Elon Musk, vous êtes ministre de la Communication, Elon Musk a mis la main sur Twitter. Oui. Et effectivement... 44 milliards. 44 milliards, c'est assez inquiétant pour beaucoup parce qu'il veut libérer la parole au nom de la libre expression à l'américaine, ce qui pourrait ouvrir ce réseau social très suivi à des propos racistes, antisémites, à toutes les fake news du monde. Est-ce que vous craignez qu'il y ait une fin de la régulation totale sur ce réseau social ? Alors d'abord, je veux dire qu'effectivement, deux philosophies s'opposent. La philosophie américaine telle qu'elle résulte du premier amendement de leur constitution, où la liberté d'expression doit être totale, et la tradition européenne, et en particulier française, de la régulation et de la protection des consommateurs. Je ne suis pas inquiète parce que nous avons justement mis en place les règles juridiques qui permettent de réguler cela. Alors nous mettons en place ce qu'on appelle le Digital Service Act, pour lequel la France est moteur au sein de l'Union européenne et qui doit permettre d'édicter des règles de modération sur les plateformes, de donner aux consommateurs un droit de regard sur pouvoir interpeller les plateformes et puis d'avoir la capacité de signalement et de traiter les signalements. Donc nous mettons en place la structure juridique pour protéger les consommateurs. Et de toute façon, pour Twitter, les règles de modération, les règles que nous avons en France, c'est-à-dire d'interdire les propos racistes et en particulier et sexistes, ces règles s'appliqueront à Twitter sur le sol national. Si le nouveau propriétaire ne veut pas? Alors, le nouveau propriétaire a bien indiqué qu'il respecterait les règles en vigueur dans les pays où Twitter existe. Vous lui faites confiance? Nous verrons bien, je fais confiance a priori. Il pourrait engager un bras de fer et dire, écoutez, moi je... En tout cas, les institutions européennes, Thierry Breton l'a rappelé, seront extrêmement vigilantes sur ce... Donc il y aura une régulation, au nom des règles juridiques qui ont été votées par l'Europe. Vous n'avez pas de doute sur cette question, donc vous n'êtes pas très inquiète, dans le fond, des conséquences. Je ne suis pas inquiète, je suis vigilante. Oui. Donc vous le resterez. Est-ce que vous souhaitez rester ministre? La question ne se pose pas de mon souhait, et c'est la question à laquelle vraiment il n'est pas l'heure de répondre. Avoir l'air de poursuivre une
Une carrière personnelle, c'est pas mon truc. Donc, vous dites, c'est pas le sujet, mais si on vous demande de continuer, vous le ferez? J'ai toujours fait mon devoir. D'accord. Donc, si on vous demande de continuer, vous le ferez, vous resteriez ministre si c'était possible. Il va y avoir un buffet tout à l'heure à l'Élysée avec toute l'équipe ministérielle, une quarantaine de personnes. Dans le Parisien ce matin, il y a un ministre qui est cité anonymement. Il appelle ça le dernier repas des condamnés. Vous connaissez, vous, ces moments douloureux de transition? Non. On ne sait Non. pas si on reste, si on reste Non, pas. non, non, non. Bah, Moi, il n'y a pas de moments douloureux. Il y a des moments douloureux pour les Français. Il y a des moments douloureux pour des gens qui souffrent véritablement. Mais alors vraiment, la pleurnicherie, c'est quand même pas... C'est indécent. donc, ce sera gai et joyeux. Et ce sera gai et Oui, mais joyeux. il y en a On a d'autres. beaucoup de chance. Vous allez On a beaucoup de chance réconforter- d'être au service de la République. Vous allez réconforter tous ceux qui peut-être n'ont pas traversé ces moments et qui sont très inquiets, font leur carton. Ah non, et non, mais il faut être lucide. C'est-à-dire que quand on quitte une fonction ministérielle, il y a toujours un petit moment de passage à vide. Et il faut prévenir sa famille et ses amis en disant, écoutez, je vais peut-être pas être de très bonne humeur pendant 15 jours, alors on se voit, on se parle, c'est sympa. Il faut le savoir, il faut l'anticiper. Mais attendez, il y a des gens qui ont du mal à boucler les fins de mois, qui se posent des questions sur... il y a des éleveurs qui sont en train, avec la grippe aviaire, de tuer leurs animaux. Il y a cette guerre en Ukraine et on serait là en train de pleurnicher, mais quelle honte. Et donc vous allez être de mauvaise humeur pendant 15 jours si vous ne restez pas au gouvernement? Non. Non, parce Être que de vous le mauvaise savez. humeur, c'est pas le style de la maison. Et si vous n'êtes plus ministre, vous faites quoi? Écoutez, je ne me pose pas cette Mais si. question. Non. Ah ben de toute façon, il y a Mais une si. chose que je fais, c'est que j'ai déjà 3 livres à écrire et il faut que je les écrive. 3 livres à écrire, de toute façon, donc vous allez vous jeter sur l'écriture si c'est le cas. Vous êtes une femme de culture, vous êtes ministre depuis juillet 2020. C'est pas facile de répondre à cette question, mais votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, c'est la rencontre avec les artistes. J'étais encore hier soir à écouter Fabrice Lucchini. Ce soir, je vais voir le magnifique Avare à la Comédie Française avec Stocker dans le rôle titre. J'ai vu Boujna dans le même rôle. Oui, rencontrer les artistes, c'est la chance extraordinaire d'un ministre de la Culture. On a en France une structure d'artistes absolument incroyable, aussi bien dans les arts plastiques, dans le cinéma, dans le spectacle vivant. À chaque fois, j'ai le cœur qui bat. Mais vous avez souvent répété, vous l'avez fait dès le début de cette interview, qu'aucun monde culturel n'a été autant aidé qu'en France, pendant le Covid notamment, en particulier. Vous l'avez très très souvent dit, parce que le message a du mal à passer, parce que les artistes ne s'en rendent pas compte. Oui, je l'ai dit parce que finalement, comme on était coupé du reste du monde, on ne se rendait pas compte de la volonté qui avait été mise en œuvre pour aider les artistes. Et puis le monde s'est réouvert. Et la prise de conscience a été massive. Vous savez, je prends un exemple. Il y a un musée à Londres qui s'appelle le Tate Modern, qui est un peu l'équivalent du Centre Pompidou. Le Tate Modern a licencié 40% de ses salariés à cause de cette crise. Chez nous, ça n'a jamais existé. Et je crois que la réouverture, le retour à la normale a permis au monde de la culture français de se rendre compte de la volonté qui avait été celle du gouvernement. Donc, le bilan de votre relation avec les artistes, il est bon? Oui, oui, je crois. Ouais. Je crois qu'ils me font confiance. Je vous ai dit la plus belle rencontre. Alors, un regret, un mauvais souvenir? Un mauvais souvenir. Même les choses les plus difficiles... je me souviens d'une soirée des Césars qui avait été assez calamiteuse, mais je me suis dit, finalement, on pourra en faire un film extraordinaire dans le genre Groucho Marx, Une nuit à l'opéra, et même des souvenirs qui n'étaient pas terribles, finalement, je les regarde, je crois que l'humour sauve de tout. Donc vous avez eu beaucoup de bonheur dans ce ministère de la oui. Culture, et vous le direz tout à l'heure à Emmanuel Macron. Oui, bonne il chance, le sait. Monsieur le Président. Je lui ai déjà dit bonne chance. Et dernière chose, il a dit qu'il fallait refonder. On attend le nouveau Macron. On a
attend le nouveau Premier ministre, prochain gouvernement, vous serez ou pas. Le nouveau Macron, vous y croyez? Oui, parce que c'est un homme qui finalement se renouvelle de façon perpétuelle. D'abord parce que c'est un homme jeune, il a 44 ans. Et il est très plastique, il est très, très évolutif, il est capable d'entendre beaucoup de choses. Moi, je l'ai observé pendant 2 ans. Très intéressant. C'est-à-dire? C'est pas un homme politique ordinaire, c'est peut-être ça qui déroute un peu les Français, mais je pense qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à la tête de l'État. Et je crois que d'ailleurs, ça l'a emporté dans ce monde que je décrivais, dans un monde inquiet, dans un monde où on se rend compte qu'on ne peut pas rester dans le précaré français uniquement à réagir en franco-français, mais qu'on est dans un monde de danger et que c'est un chef de l'État qui a la carrure d'être un chef de l'État. Vous dites, il n'est pas comme les autres. Jamais vous n'aviez rencontré ce profil depuis Ah que non. vous faites de la politique? Non, au départ, il est déroutant. Et peut-être qu'il a dérouté certains Français parce qu'ils n'étaient pas dans le cadre habituel, mais c'est notre chance qu'il ne soit pas dans le cadre habituel, parce que le monde n'est plus dans le cadre que l'on a connu. Et il a dérouté, il peut réconcilier? Il peut se réconcilier avec les Français? Oui, je le crois. Il y est en tout cas parfaitement engagé. Certains doutent que les réformes institutionnelles soient importantes. Moi, je pense que les réformes institutionnelles sont importantes. Elles ne sont pas suffisantes, mais elles sont une condition nécessaire. Il est décidé à les mener et c'est quelque chose qui va compter. Qui va être important pour ménager la suite. Merci beaucoup, Roselyne Merci, Bachelot, d'avoir Elisabeth été avec Martichaud. nous ce matin sur LCI. Bonne journée à vous. Quel est le temps